Poutine est en pleine panique. Et c'est parce que le service fédéral de sécurité russe a découvert un complot de coup d'État contre lui. Mais le problème pour Poutine, c'est que ces comploteurs ne sont pas en Russie, mais à l'étranger. Ce qui signifie qu'il ne peut pas simplement les faire tomber d'une fenêtre ou d'un avion. Cela a forcé le service fédéral de sécurité à ouvrir une affaire pénale contre 22 opposants, dont Mikhail Khodorkovsky, autrefois l'homme le plus riche de Russie, et aujourd'hui le critique le plus en vue de Poutine. Mais ce n'est pas seulement de la paranoïa. Ce complot porte un nom, la déclaration de Berlin. Cette déclaration appelle à un changement de régime au Kremlin. Et ça, c'est quelque chose que Poutine n'aime pas entendre. C'est parce que Poutine sait que son véritable ennemi, ce ne sont pas les Ukrainiens, ce n'est même pas l'OTAN, ce sont les Russes eux-mêmes. Écoutez-le vous-même. Oui, merci. Cela montre encore combien cette peur est grande. J'ai répété à plusieurs reprises que le principal ennemi de Poutine ne sont pas les Ukrainiens et ce ne sont même pas les Américains. Le principal ennemi de Poutine, ce sont les Russes. Et ce qui manque au peuple russe, c'est une force politique qui pourrait leur permettre de mieux se concentrer sur la façon dont ils perçoivent ce régime illégitime en Russie. Et le degré de peur est tel que même ce comité anti-guerre, qui ne dispose pas de beaucoup de ressources, et il faut se rappeler que la portée de YouTube a été restreinte et, si ce n'est pas complètement, interdite en Russie. Pourtant, ils craignent toute personne qui a une certaine autorité auprès de la population russe des deux côtés de la frontière. C'est tellement énorme et ça ne cesse de croître qu'ils sont obligés de prendre de telles mesures. Alors, voyons exactement ce qu'est cette déclaration et pourquoi Poutine en a si peur. La déclaration de Berlin est un manifeste politique qui a été adopté au printemps 2023. Et là, ça a été signé par tous les dirigeants qui ont été nommés dans l'affaire pénale russe. Elle sert de feuille de route politique et morale pour la Russie, après Vladimir Poutine, en remettant directement en cause sa légitimité et en formulant des exigences précises concernant la guerre en Ukraine. Voici les 5 points énoncés dans la déclaration. C'est pour ces 5 raisons que le service fédéral de sécurité y voit une tentative de prise de pouvoir par la force. Je vais donc vous donner un aperçu rapide. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour tout lire si vous le souhaitez. Elle qualifie la guerre en Ukraine de criminelle et appelle les troupes russes à se retirer de tous les territoires ukrainiens occupés. Cela inclut tout ce que la Russie a conquis en 2014. Elle qualifie également le régime de Poutine d'illégitime et de criminel. Par conséquent, il doit être liquidé. C'est écrit dans le manifeste, et je suis sûr que Poutine n'aime pas entendre cela. Il demande la libération des prisonniers politiques en Russie. Et en plus de cela, il montre de la solidarité envers toutes les personnes qui s'expriment contre Poutine alors qu'elles sont en Russie. Je dois maintenant partager quelque chose d'important. Presque toutes les grandes figures de l'opposition russe ont signé cette déclaration, à l'exception des personnes qui étaient associées à Alexeï Navalny. Cela inclut sa femme. Ils ne l'ont pas signée, et pas seulement cette déclaration. Récemment, il semble que chaque déclaration provenant de ce groupe ressemble de plus en plus à quelqu'un qui veut maintenir Poutine au pouvoir, et de moins en moins à de l'opposition. Ils disent que la Russie devrait attendre un bon dirigeant plutôt que de promouvoir la démocratie. Ce qui a amené beaucoup de gens à dire que c'est peut-être la voie à suivre, parce qu'après tout, la Russie n'a jamais vraiment connu la démocratie. J'ai donc posé cette question à nul autre que le plus grand joueur d'échecs de tous les temps, Garry Kasparov. Il a été un critique très virulent du régime de Poutine, et il fait partie des 22 personnes qui ont été nommées dans l'affaire pénale que le service fédéral de sécurité vient de lancer. Eh bien, écoutons sa réponse, car il connaît la politique et l'histoire russe mieux que la plupart des gens dans le monde. Écoutons-la maintenant. Je ne connais pas l'histoire russe aussi bien que vous, donc il serait intéressant de vous poser cette question. D'après ce que j'ai lu, la Russie n'a jamais connu la démocratie en 500 ans. De 1991 à 1999, ils ont connu une quasi-démocratie. Mais moi, personnellement, je ne qualifierais pas cela de démocratie. Tu penses vraiment qu'il est possible d'avoir la démocratie en Russie? Écoute, c'est très... C'est une question sans réponse. Elle reste ouverte. Et encore 1 heure sur ce sujet. Tu sais, la Russie a généralement 1000 ans d'histoire, 500 ans. En réalité, c'est un puissant empire russe qui débute il y a 1000 ans avec Kiev.
Ironiquement, les Ukrainiens en ont en fait plus. Revendication historique sur l'origine de la Russie, car tout a commencé là-bas sur leur territoire. Les 500 ans, t'as raison, c'est ça. C'est une mentalité impériale qui a émergé de la Horde d'Or, tu sais, avec son efficacité militaire et sa cruauté. Et aussi l'idée messianique byzantine. Quand Constantinople est tombée en 1453 et que la princesse byzantine, tu sais, est venue en Russie, elle a épousé le roi russe, donc le grand prince à l'époque. La philosophie de l'Église orthodoxe russe repose sur l'idée que nous sommes la troisième Rome après la chute des deux premières et qu'il n'y aura pas d'autre puissance. Donc, tous ces éléments ont été créés dans cet esprit impérial qui était étranger à toute démocratie. Comme dit, les grandes réformes d'Alexandre II n'ont toujours pas fait de la Russie une monarchie constitutionnelle. Mais la Russie du XIXe siècle, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, était clairement sur la bonne voie. Après le manifeste de 1905 de Nicolas II, à la suite de cette défaite lors de la guerre contre le Japon et aussi à cause de la Révolution. Donc la Russie était une monarchie constitutionnelle, mais ce n'était pas... Au fond, le pays n'était pas prêt pour la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement quelques lois, c'est aussi une question de tradition, c'est une question de droit de propriété, et aussi, encore une fois, c'est le respect de l'état de droit. Et c'était juste, on y arrivait à peine. Puis il y a eu la révolution. Les bolcheviks, en fait, ce sont les bolcheviks qui ont pris le pouvoir, et ça a tout simplement tout gâché. Bien qu'entre la fin de la monarchie et la prise de pouvoir des bolcheviks, il y ait eu techniquement une démocratie. 8 mois, une période très très courte, et ensuite nous avons eu une démocratie très faible dans les années 90, et après 91-90, et ce n'est pas non plus toute la période 91-99, c'est essentiellement 91-93. Mais Yeltsin a utilisé des chars pour détruire le Parlement. Je détestais le Parlement rempli de communistes et de nationalistes, mais le détruire n'était pas une bonne idée. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Vous savez, on négocie, ou on essaye simplement de trouver un consensus dans la société. Donc, vous avez raison, l'histoire de la Russie nous offre très peu d'optimisme quant à la possibilité que la Russie devienne démocratique. Mais voici un gros mais. Et la Corée du Sud? Et qu'en est-il de Taïwan? On parle de la Chine, mais là c'est Taïwan. Les mêmes personnes à Taïwan, les mêmes personnes en Corée du Nord et en Corée du Sud. D'ailleurs, c'était une excellente expérience. En 1953, vous avez divisé un pays. C'est juste équitablement, tout simplement équitablement. Je pense que c'est nord-coréen. Un produit intérieur brut légèrement plus élevé, un produit intérieur brut légèrement plus élevé au départ. Et nous allons regarder le résultat. C'était une expérience des plus pures où les mêmes personnes, vous savez, pas des cousins, mais des frères et sœurs. D'un côté, il y avait le marché libre. Cela avait débuté par une dictature, mais ensuite, des idées de marché libre ont émergé, et aujourd'hui, c'est une démocratie libérale dynamique. Ils peuvent destituer le président ou emprisonner le dirigeant de la plus grande entreprise. Donc, soudainement, vous voyez, juste en moins de 70 ans, parce qu'en 2050, c'était déjà une démocratie dynamique. Donc, en 6 décennies, le pays n'avait aucune expérience de la démocratie, aucune expérience de l'économie de marché. Donc, il a acquis toutes ses connaissances. Et c'est pareil pour Taïwan. Ouais, donc je ne veux même pas parler de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, parce que là, il y avait des gens en Allemagne qui avaient déjà une expérience de la culture européenne. On parle donc de pays totalement étrangers à cela. Je ne pense pas que les Russes, vous savez, si on leur en donne l'occasion, s'en sortiront moins bien que les Taïwanais ou les Sud-Coréens. Donc encore une fois, il y a une chance. Mais le problème, c'est que, vous savez, Taïwan et la Corée du Sud n'ont pas été touchés par ce virus impérial. Et je suppose que l'avenir de la Russie, s'il y a un avenir pour mon pays, c'est d'éradiquer ce virus impérial. Et je ne vais pas simplement pleurer sur le lait renversé, vous savez. Si le territoire russe, à la suite de ce changement, devait rétrécir, cela resterait tout de même le plus grand pays du monde. Donc je crois, vous savez, que ce n'est pas la taille du pays qui compte, mais ses forces, de ces croyances unifiées des gens dans certaines valeurs. À ce jour, ces valeurs sont horribles
et elle pousse le pays vers l'abîme. Donc finalement, nous devons essayer de changer cela. Mais c'est là que réside le cœur de mon... En désaccord avec beaucoup d'opposants russes, je pense que seul un succès ukrainien peut permettre à la Russie de se relever. Beaucoup d'entre eux essaient d'éviter cela. Approche directe. Parce que, oui, si l'Ukraine gagne la guerre, cela signifie qu'ils doivent tuer plus de Russes. Il s'agit de sauver la Russie d'une catastrophe totale qui surviendrait si Poutine étendait la guerre. Et cela se produira à moins que l'Ukraine ne l'emporte, ce qui paraît hélas peu réaliste aujourd'hui. C'était un plaisir de parler avec vous. J'adore lire sur l'histoire russe. Et après avoir discuté avec vous, je suis encore plus enthousiaste. Heureux de continuer à échanger. Si votre public veut en savoir plus sur l'histoire russe, ou... Exactement. Vous savez comment me trouver ? Je vais me renseigner davantage pour avoir de meilleures questions à poser sur l'histoire et l'attente avant la prochaine. De vos lecteurs, du public. Et nous pourrons certainement simplement répondre. J'aime toujours avoir la conversation, donc il faut que les canaux restent ouverts. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas une chambre d'écho. Oui, la prochaine fois. La prochaine fois. Je pense qu'on parlera de l'histoire russe. Mais oui, j'ai la peau dure. Je sais que ce passage était long, mais je n'arrivais pas à croire qu'on ait pu lui parler, alors je voulais le partager. Vous pouvez regarder tout le podcast simplement en allant sur notre podcast, Chaos épais. Mais pour Poutine, c'est plutôt inquiétant, surtout au niveau du timing. Parce que ces dernières semaines, nous avons vu beaucoup de rumeurs de coups d'État sur les télégrammes russes. Ce sont des chaînes d'information qui sont extrêmement pro-russes. Et il parlait des rumeurs qui circulaient au Kremlin, à l'état-major général ou dans l'armée. Maintenant, Jason J. Smart a fait une analyse très approfondie de tout cela, donc je vous recommande vivement de consulter sa chaîne. 2 interprétations de ces messages sur Telegram sont possibles. Il pourrait être authentique, mais il est plus probable que le service fédéral de sécurité ait placé ces anciens messages pour éliminer toute personne jugée même légèrement peu fiable. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans cette affaire criminelle aussi. Ils vont exploiter cette affaire pour cibler quiconque a parlé à ces 22 personnes et prétendre qu'elles sont liées à un complot contre Poutine. De cette façon, Poutine peut renforcer son emprise sur le pouvoir alors que l'économie russe part à la dérive. Poutine agit ainsi actuellement principalement à cause des problèmes économiques de la Russie. Mais cela a aussi à voir avec certains commentaires qui ont été faits par des dirigeants européens au cours du mois dernier. Déjà abordé dans notre vidéo précédente, c'est une tendance que de nombreux dirigeants expriment désormais publiquement. Il semble que la Russie se dirige peut-être vers un changement de régime, et que cela pourrait être la seule façon de mettre fin à cette guerre. Regardez cet extrait du ministre polonais des Affaires étrangères et vice-premier ministre, Poutine. A déclenché cette guerre sur des hypothèses très optimistes. Il pensait qu'il allait organiser un coup d'État à Kiev, que cela prendrait 3 jours, que les Ukrainiens l'accueilleraient à bras ouverts, car ce ne sont que des Russes égarés. Toutes ces hypothèses se sont avérées fausses. Et il est enlisé dans une guerre qui détruit l'avenir de la Russie, qui a déjà coûté 1 million de morts et de blessés. Et le problème, c'est qu'il ne peut pas admettre son erreur, ni à lui-même, ni au peuple russe. Ces guerres coloniales durent souvent une dizaine d'années. Elles ne se terminent que lorsque l'agresseur conclut qu'il ne peut pas gagner. Et généralement, elles sont terminées par une équipe différente de celle qui les a commencées. Comme je l'ai dit précédemment, c'était une manière très diplomatique de dire quelque chose que nous avons tous constaté à l'intérieur de la Russie. La crise économique en Russie met beaucoup de pression sur la population russe, et je suis sûr que cela inquiète beaucoup Poutine. Il sera donc intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Si vous voulez suivre tout cela, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Nous essayons d'atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année, donc votre abonnement nous aide vraiment.